Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, mais je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, le Sénat s'apprête à voter le pass vaccinal succédant au pass sanitaire. Aujourd'hui, le monde entier continue à être tourné autour du pôle Covid-19 et ce pôle, avec ses variants, ses passages, ses mutations, continue d'affoler effectivement tout le monde, ou presque tout le monde. Il y en a quand même qui gardent raison et qui gardent logique. Et nous allons parler avec l'un de ceux-là. Didier Raoult, en direct de Marseille. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Barbara, tais-toi Marseille, mais Marseille ne se tait pas. Elle n'a peut-être pas tort de se taire devant ce tohu-bohu, ce charivari sanitaire que nous avons depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Et peut-être qu'il faut savoir effectivement et raison garder et surtout science garder et fait garder. Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Je voudrais commencer par cette déclaration. Je voudrais savoir ce que vous entendez à l'heure où on va pas discuter ni politique, ni idéologie, ni religion, ni polémique. Je voudrais la déclaration. Je voudrais entendre la déclaration de Sylvie Briand, qui est directrice en charge de la gestion des risques infectieux à l'Organisation mondiale de la santé. Et elle a dit ceci: les vaccins que l'on a actuellement ont très peu d'influence sur la circulation du virus, ce que vous avez dit vous-même d'ailleurs. Il faut sincèrement et sainement et vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on veut faire avec la vaccination? Je voudrais vous poser la même question, professeur Raoult. Bon, écoutez, moi, c'est affreux, mais je veux vous dire, je ne suis pas d'accord. Parce que, en réalité, ce que nous sommes en train de voir et d'analyser, je l'analyserai plus en détail sur ma chaîne, c'est que ces vaccins ont augmenté l'épidémie. Carrément augmenté l'épidémie. D'accord. Oui, alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne veux pas que tout le monde passe son temps à regarder mes émissions, mais... Non, mais je les ai regardées, oui. Je disais depuis 3 mois, je regarde toutes les données de John Hopkins que je suggère à tous les uns et les autres de regarder. Oui. Et je ne comprends pas cette épidémie, je ne comprends pas ce qui se passe. Et finalement, l'élément déclenchant, et je regrette de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais enfin c'est comme ça, a été la présentation chez nous de Jacques Fantini sur les anticorps facilitants. Oui. On avait publié, et une équipe américaine avait publié une zone dont personne ne veut parler, qui sont les 15 jours ou 3 semaines après une injection vaccinale, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, ou maintenant même la 4e. D'accord. Cette zone est considérée comme zone grise parce que les gens n'ont envisagé qu'une solution, c'est que le vaccin était protecteur. En réalité, et on a des données qui sont exactement comparables partout. Il y a un très très bon travail en Ontario sur les cas chez les vaccinés. Les gens enlèvent, comme Pfizer l'a fait, on ne tient pas compte, on ne déclare pas toutes les infections qui sont dans les 15 jours suivant l'injection. Et c'est là qu'il y en a le plus en réalité. Et chez nous, dans les cas que l'on diagnostique actuellement, il y a, quand les gens se présentent, ils se présentent un peu plus de 800 personnes par jour pour être testés. Oui. Chez les gens qui sont vaccinés et les gens qui ne sont pas vaccinés, il y a le même nombre de positifs, ce que nous rappelle l'incidence, à peu près entre 25 et 30% de positifs. Vaccinés même 3 doses. Oui, il y a de tout dedans, des 1, 2, 3 doses, 4 doses même. D'accord. Les gens qui sont vaccinés sont aussi symptomatiques que les non-vaccinés. Ils ont les mêmes charges virales, ils ont autant de virus que les non-vaccinés. Les vaccinés et les non-vaccinés, c'est tout pareil. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a entre 25 et 30% des vaccinés qui ont eu une injection depuis moins de 3 semaines.
Et ça veut dire que 10% des cas que nous diagnostiquons actuellement sont des gens qui viennent d'avoir une injection. Et si vous regardez maintenant sur Johns Hopkins, vous verrez que dans tous les pays survaccinés, c'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'1 mois, qui est le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Donc, si vous voulez, il y a une vraie question qui est celle des anticorps facilitants, qui n'est plus maintenant, est-ce que ça contrôle l'épidémie? On sait bien que ça ne contrôle pas l'épidémie, il y a de plus en plus de cas. Ils ont fait un nombre de vaccinations absolument hallucinant dans le monde. Donc, la question n'est pas celle-là, la question est comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas? Et donc ça, c'est une question scientifique extraordinairement intéressante sur laquelle on travaille. Et vous, est-ce qu'on peut aller, on ne peut pas le dire jusqu'à présent, est-ce qu'il pourrait y avoir corrélation ou on ne peut pas le dire encore à l'heure actuelle? Corrélation entre vaccination et cas. On peut parler de corrélation. Écoutez, en tout cas, c'est un travail sur lequel on est en train d'avancer. Moi, je suggère à chacun, tous les gens, regardez les Australiens, vous parlez des Australiens avec Djokovic qui sont gonflés. Les Australiens, ils n'avaient presque pas de cas. Ils ont fait une campagne vaccinale massive après avoir enfermé les gens en Australie pendant 200 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 1 mois, ils ont eu 800 000 cas, ce qui fait 80% des cas qu'ils ont eus, c'est de moins de 28 jours. C'est leur politique qui a fait ça. Après, regardez pays par pays, regardez ce qui se passe en Israël, regardez tous les gens dont on a... Moi, je regardais avec attention, souvenez-vous, quand j'ai commencé à parler du vaccin, je ne veux pas m'en mêler, je veux voir ce qui se passe. Et maintenant, on voit très bien ce qui se passe. Mais est-ce que les gens vont réaliser une autre paire de manches? Mais ce qui se passe, on le voit très très bien. Il suffit de regarder. C'est-à-dire que, en fait, oui, vous parlez d'Israël, Gibraltar, petite île, à 100% vaccinée, et on voit les cas effectivement qui explosent. Israël, n'en parlons pas. C'est quand même assez étonnant. Et ce qui est encore plus étonnant aussi, professeur Raoult, je voudrais parler, parce qu'on en parle très peu de cela, ou alors certains lui en parlent, c'est ce qu'on appelle les effets indésirables ou les dommages collatéraux ou les effets secondaires. Pourquoi je vous en parle? Parce que une institution qui n'est pas d'un complotisme délirant ou d'un gauchisme ou d'un droitisme exacerbé, c'est évidemment l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Madame Christelle Ratignier-Carbonat, directrice générale de l'ANSM, elle témoignait au Sénat le 1er décembre dernier, donc le 1er décembre, sur la pharmacovigilance, et elle disait ceci, ça aussi ce sont des chiffres, elle disait que avant la pandémie, tout médicament confondu, il y avait par an 45 000 effets indésirables par an. Et avec, depuis la pandémie, ce qu'on appelait la pandémie, sur uniquement les vaccins Covid-19, il y aurait 110 000 déclarations d'effets indésirables. On est passé de 45 000 à 110 000. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est simplement un hasard, Didier Raoult? Encore une fois, moi, si vous voulez, je suis... bien sûr, je suis prêt à changer d'avis sur des données scientifiques acquises. Sur les vaccins, je pense, et j'ai toujours pensé à la même chose, c'est qu'on doit réfléchir en termes de coût-bénéfice, individuellement d'une part, et d'autre part collectif. Individuellement, le bénéfice du vaccin dépend à la fois de l'hôte, des humains vaccinés, et donc on sait qu'il n'y a pas de surmortalité, il n'y a pas de surhospitalisation dans les 2 ans qui sont passés chez les gens de moins de 50 ans. Donc ça veut dire qu'à titre individuel, déjà, avec les virus, les variants les plus virulents, il n'y avait pas de bénéfice susceptible d'être visible. D'accord? Donc c'était les autres. D'accord. Quant aux variants, Omicron, pour l'instant, il n'y a pas de mortalité du tout. Donc si vous voulez, ça va commencer à être compliqué de voir quel est le bénéfice de cette affaire. Maintenant, comme vous le dites, alors ça maintenant, c'est la directrice de la NSM qui dit, écoutez, il y a beaucoup d'effets secondaires, beaucoup, je ne sais pas ce que je veux dire, mais il y a des effets secondaires plus nombreux que d'habitude, et le bénéfice, actuellement, on n'est plus sûr du tout qu'il y ait un bénéfice du tout. Et quant au bénéfice social sur le contrôle de l'épidémie, c'est maintenant
les gens qui sont experts à l'OMS qui se rendent compte, parce que c'est une évidence, il suffit de regarder les données, c'est simple, qu'il n'y a pas de bénéfice au niveau mondial dans le contrôle de l'épidémie. Donc ça veut dire s'il n'y a pas de contrôle social dans la gestion de l'épidémie, peut-être même des inconvénients, puisqu'on voit que, encore une fois, regardez, c'est très facile. Hein. Si vous regardez, mais j'en fais une démonstration tout à l'heure, vous regardez, il y a une ligne sur Johns Hopkins sur les 28 derniers jours où vous avez le nombre de vaccins, le nombre de cas, et vous pouvez calculer la proportion du nombre de cas sur le nombre de cas qu'il y a eu depuis le début de l'épidémie, et puis vous avez des graphiques qui vous le montrent. C'est juste factuel. Et vous avez tous les pays du monde. Donc vous pouvez regarder. Vous verrez bien que ce n'est pas les pays dans lesquels on a fait, c'est les pays dans lesquels on a fait le plus de vaccins, qu'on a le plus de cas, et en particulier actuellement. Ce que vous dites entre pays pauvres et pays riches aussi, vous avez parlé de ça dans votre... Exactement. Ouais. Exactement. Dans les pays pauvres, ça, c'est pas moi qui ai trouvé ça dans mon labo. J'ai un collaborateur avec qui je travaille depuis très longtemps et on développe beaucoup l'esprit de contradiction, y compris entre nous. Hein. Donc, c'est une saine chose, ça. C'est une saine chose. Et lui, il veut toujours penser et démontrer le contraire de ce que je lui dis, mais c'est un artiste des mathématiques, c'est un génie des mathématiques. Et donc, je lui ai dit, regarde, je crois que c'est mieux avec le vaccin chinois qu'avec nos vaccins à nous. Et vérifie, alors c'est un peu compliqué de trouver, mais on a fini par trouver un site à qui les Chinois ont vendu des vaccins. Et il me dit, alors il commence par dire non, c'est pas vrai, et puis il revient, et puis après, pour trouver une porte de sortie, il me dit, Didier, j'ai regardé, ce que tu dis n'est pas vrai. En réalité, ce qu'il y a de plus significatif, c'est les gens pas vaccinés. C'est-à-dire c'est le cas en France. Oui. C'est-à-dire les gens pas vaccinés développent quoi? Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais, d'accord. C'est ce qu'il a trouvé en enquêtant sur le... En faisant ce que vous dites, c'est-à-dire une corrélation, si vous voulez, entre le pourcentage de gens vaccinés et l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas. Et donc, sauf si on inclut la Chine, parce que la Chine biaise tous les résultats elle, toute seule avec son 1,6 milliard d'habitants. C'est clair. Si on exclut la Chine, on se retrouve dans cette situation qui est une situation qui est paradoxale, que je comprends bien pour les vaccins moléculaires, parce qu'encore une fois, je pense que c'est vraiment un des champs de recherche considérables que cela déclenchait des anticorps facilitants très précoces. Et que cette partie-là, à force de ne pas vouloir observer le domaine dans lequel il y avait la plus forte incidence de tous les moments de la vie, c'est-à-dire juste après les injections, on est passé à côté de quelque chose qui joue un rôle important. Donc j'espère que les gens vont commencer à regarder les données publiques disponibles, écouter effectivement les sachants et pas les parlants, les sachants, c'est-à-dire la directrice de la NSM, qui je crois, quelqu'un d'honnête, et donne les données honnêtement, même quand ça ne fait pas plaisir aux gens qui font de la propagande. Donc, encore une fois, il y a des données, il suffit de les regarder pour se poser les questions. Et quand on arrive au point de dire, on voit bien, je m'excuse, j'ai dit ça, parce que c'est au sens de ce que le premier des grands historiens de la science, Karl Popper, disait, la différence entre une religion et une théorie scientifique, c'est que vous pouvez prouver qu'une théorie scientifique est fausse. Si vous ne pouvez pas prouver que c'est faux, c'est de la religion. Et c'est ce que l'on voit maintenant. C'est-à-dire que quand on en est à entendre que c'est moins dangereux d'être vacciné et porteur de virus et cracheur de virus que pas vacciné et pas cracheur de virus, je pense qu'on est passé de l'autre côté de la barrière. Oui, les vaccinés positifs, nettement plus citoyens que les non vaccinés négatifs. C'est intéressant en tout cas. Et moins dangereux. Et moins dangereux. Justement, Didier Raoult, je voudrais juste vous faire entendre, et c'est pas pour parler politique, mais pour rester sur le domaine scientifique, je voudrais vous faire entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran, rapidement, une petite citation, je voudrais faire réagir là-dessus. Olivier Véran disait cela il y a 2 jours. Tous ces outils de passe sanitaire, de passe vaccinal, le jour où on n'en a plus besoin, le jour où nous ne sommes plus sous la menace permanente d'un nouveau variant, nous nous en passerons avec beaucoup de plaisir et même beaucoup d'allégresse, vous comme moi. Alors, le jour où nous ne serons plus sous la menace d'un nouveau variant,
vous avez dit, est-ce qu'on peut être un jour, est-ce qu'il y a des virus sans variant? En tout cas, celui-là. C'est tout à fait intéressant comme formulation. Oui, ben déjà, je suis content qu'il reconnaisse qu'il y a des variants. Vous savez qu'il m'a dit quand même face à face, ce qui était filmé, qu'il n'y avait pas de variant dans ce virus. Donc c'est assez vous avez dit ça? D'accord. Oui. Donc c'était filmé, donc c'est intéressant. À l'époque où, effectivement, il avait la malchance d'avoir un conseiller qui lui disait, et qui est un virologue, qui lui disait que ça n'existait pas, les mutants, les variants chez les virus ARN, ce qui est vraiment une surprise. Et je pense d'ailleurs qu'un des problèmes actuels, c'est que tout ça manque de virologues. Ça manque de connaissent un peu. Oui. Donc il y a un peu des cliniciens qui ont travaillé avec l'industrie, il y a des méthodologistes, il y a des gens qui font de la prédiction à venir sur des maladies qu'on ne connaît pas encore. Donc il y a tout ça. Ils ont tous eu la Légion d'honneur, c'est bien, pour avoir aidé, si vous voulez, à entraîner une approche savante. Ils ont expliqué que Wuhan était très loin et que ça n'arriverait jamais là. Oui, bien sûr. Pardon ? Je dis, c'est les officiers de la Légion d'honneur, les nouveaux, qui nous ont expliqué que Wuhan était très loin et que ça n'arriverait jamais en Europe. Ouais. Entre parenthèses. Bon, passons. Mais justement, alors, ces variants, est-ce qu'il faut expliquer, en fait, encore ce que c'est qu'un variant? Parce que quand Olivier Véran dit, eh bien, écoutez, on se passera du pass vaccinal, on se passera de tout ça le jour où il n'y aura plus de variants. Eh bien, est-ce que ça veut dire quelque chose, un virus sans variant, pardon? Non, écoutez, il n'y a pas de... Après, ce qu'on ne sait pas prédire, c'est où va apparaître un nouveau variant et son potentiel de diffusion. Mais il y a des variants. Ah oui, il continue à en avoir. Nous, on en a décrit un pour lequel on a été très sollicité dans le monde entier. Il y en a un nouveau en France qui est arrivé près d'ici, qui a été retrouvé aussi à quelques exemplaires ensuite en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui est un nouveau variant qu'on a appelé le variant IHU. Mais ce variant ne s'est pas diffusé au-delà de ça. Il semble qu'il vienne d'Afrique, ce qu'on appelle le cas index d'Afrique. Mais lui, pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas diffusé d'une manière aussi considérable? Je ne sais pas. Et globalement, on ne le sait pas. On travaille dessus. On a donné dessus grâce au génome, grâce aux séquences. Hein. Et donc, ça, en revanche, qui sont un appareil qui nous a été confié par le ministère de la Santé, donc je remercie à cette occasion, qui nous permet de faire vraiment des séquences à très haut débit. Voilà. Le problème du vaccin et des variants, c'est qu'on fait un vaccin avec un variant et que sur ce variant-là, son efficacité est très modeste, parce que nous, on vient d'envoyer un papier au journal européen qui s'appelle Eurosurveillance, mais il y a 2 papiers qui ont été publiés, un au Danemark et un en Norvège. Au Danemark, 96% des gens qui ont Omicron sont vaccinés, dont 9% ont déjà eu le booster. En Norvège, 76% des gens sont vaccinés qui ont eu le Omicron. Donc ce vaccin ne protège pas contre Omicron. Donc s'il y a un autre vaccin, on verra ce qu'il fait. Bien sûr, il protège Delta, il protège... On se retrouve, professeur Raoult, on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec le professeur Didier Raoult, IHU Marseille, microbiologiste, et qui vient d'être appelé en consultation et en tout cas en conseil par la Corée du Sud. Ça me rassure, j'ai eu peur à un moment, j'avais mal lu, je crois que c'était la Corée du Nord. Mais après tout, Didier Raoult, pourquoi pas la Corée du Nord? Plaisanterie mise à part. Je voudrais justement qu'on remette l'église sanitaire au milieu du village, comme on le fait. Clive Six, l'ancien monsieur vaccin des États-Unis, d'Angleterre, de Grande-Bretagne, Clive Six disait là il y a 2 jours, la vaccination de masse doit s'arrêter. Il faut apprendre à vivre avec le Covid comme on vit avec la grippe. Est-ce que ça vous paraît judicieux ou pas de dire cela, Didier Raoult? Encore une fois, à l'heure actuelle, l'avenir est imprévisible. Hein.
Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, parce que ça fait très longtemps que je travaille sur les épidémies. C'est la première épidémie sur laquelle j'ai ouvert la première salle de prise en charge du sida à Marseille en 1984. Donc, c'est pas rien. Ça fait un certain temps. Oui. L'épidémie, les réactions, les surréactions aux épidémies, les défiances, tout ça, ça fait bien longtemps. Et puis, j'ai exploré plusieurs épidémies à l'étranger où j'étais appelé en URSS, au Brésil, en beaucoup d'endroits. Donc j'ai vu en Afrique, j'ai vu beaucoup d'épidémies. Et je m'intéresse aussi aux épidémies du passé, plus particulièrement de la peste. La peste, si vous regardez les légendes, il y a eu 3 grandes épidémies de peste. Si on regarde maintenant les données, c'est-à-dire que si on regarde les génomes, il y a plein de génomes de très anciennes pestes qui ont été faites, en particulier par nos collègues allemands. Oui. Et on voit qu'en réalité, à chaque fois, il s'agit à chaque fois d'une bactérie différente. C'est une bactérie qui a changé. Elle s'éteint. Les épidémies de peste s'arrêtaient toutes seules. C'est pas de porter des masques là, et c'est pas les mesures de contrôle qui ont permis d'arrêter les pestes. Elles s'arrêtent toutes seules. Elles s'arrêtent toutes seules. Pour des raisons qu'on comprend mal. On ne sait pas pourquoi il y a des pestes dans lesquelles il y avait une mortalité considérable et d'autres dans lesquelles il y avait des mortalités relativement faibles. Mais on voit maintenant qu'il y avait ce qu'on appellerait pour des virus des variants, c'est-à-dire que ça n'est pas les mêmes clones, ça n'est pas exactement la même chose. Donc, un clone, c'est comme ça qu'on appelle ça chez les bactéries, je pense qu'on devrait appeler ça comme ça aussi chez les virus. Un clone a une certaine durée de vie. Nous, une des choses, vous entendrez ce soir, si vous avez curiosité, pour la première fois faire une prédiction. Oui. Donc, ce qu'on a pu constater, on a eu de la chance on a eu notre virus français à nous quand même. Hein, oui, absolument. Qui est né en France, 4, il est mort en France et donc on a fait 10 000 génomes de ce virus. Et donc on a pu, c'est online, hein, on peut y accéder. Oui. Ce que l'on voit, c'est d'abord effectivement ces virus ont une mutation en moyenne tous les 15 jours, donc ça passe son temps. Tous les 15 jours. C'est ce qu'on appelle nous tous. Oui. Ce qu'on appelle, donc vous voyez, il n'y a pas de mutants, il y a beaucoup de mutants. Hein. Ce que nous, on a appelé un variant, on a essayé de définir un variant, parce que personne ne sait ce que c'est quand il y a plus de 5 mutations originales et qu'il y a plus de 50 isolats. C'est quand il y a plus de 50 virus qui présentent ces 5 mutations originales. C'est un variant. Ça définit un variant. Un clone nouveau. Eh bien, quand ça apparaît, quand il y a un nouveau variant ou un nouveau sous-variant, eh bien, il peut supporter 7 à 8 mutations qui ne le renforcent pas. C'est-à-dire qu'il meurt quand il a accumulé plus de 7 mutations. Et ça veut dire 7 à 8 mutations, ça veut dire 3 mois et demi à 4 mois. C'est ça, donc, le temps moyen, c'est 3 mois et demi, 4 mois de ces mutations. Quand vous avez une nouvelle branche qui apparaît, et bien cette branche-là, son espérance de vie, c'est 3 à 4 mois. Et elle meurt de sa belle mort. Et elle meurt de sa belle mort au fur et à mesure qu'elle accumule des mutations. Donc, il y a une mutation de temps en temps qui est bénéfique au virus. Ça fait un variant. Donc, il devient plus épidémique, il devient plus contagieux. Donc, elle est bénéfique. Mais s'il n'a pas de nouvelles mutations bénéfiques, toutes ces mutations vont être des mutations qui n'ont pas l'air de lui faire de mal, mais qui, accumulées, vont finir par le tuer. Donc ça disparaît, la peste disparaît. En moyenne, il y a une mutation sur 200 qui est bénéfique au virus. Oui, ce qui n'est pas énorme, ce qui n'est pas... Ouais. Et donc ne faisant pas de prédiction, je sais que vous n'aimez pas ça du tout, mais on peut se dire qu'actuellement, quand même, on constate une baisse de la charge virale. Enfin, en tout cas, dans Omicron, on ne sait pas ce qui peut arriver après, mais Omicron n'est pas, vous l'avez dit vous-même, c'est pas Delta, c'est même pas Marseille 4, etc. Donc, il y a une baisse de la charge virale. Et en même temps, effectivement, on parle de plus en plus. Je voudrais juste que vous me disiez, le pass vaccinal, très franchement, pour vous, et je parle scientifiquement, ça sert à quelque chose aujourd'hui ou pas? C'est-à-dire, actuellement, si vous voulez, je ne crois pas que les vaccins que nous avons sur le marché, le seul que nous ayons ici étant Pfizer, je ne crois pas qu'il soit utile, sauf pour une population qui est très à risque de faire une forme grave avec un virus qui ne fait pas de forme grave. Nous, on est à 100% de Omicron. Et dans ces 100%, comme l'ont publié les Danois, sur les 800 premiers cas qu'ils ont eu, ils ont eu une réa 0 mort. Donc,
si vous voulez, quand même, ce qu'on va prévenir dans ces conditions, c'est modeste. Hein. Donc, la question du pass vaccinal est une question politique. La question de l'utilité vaccinale, je vous ai déjà répondu. Je ne vais pas vous redire la même chose. Avec le variant que nous avons actuellement, qui est très peu dangereux, qui est, a priori, si on regarde nous statistiquement, parce qu'on a beaucoup travaillé sur les virus par ailleurs, donc on a regardé la mortalité des autres coronavirus, ceux qui sont endémiques, hein, il y en a 4 qui circulent tout le temps. Oui. Si on regarde la mortalité des gens qui sont hospitalisés avec les rhinovirus, le virus du rhume, elle est entre 0,8 et 2%. Oui. Donc c'est autant, si ce n'est plus que le Omicron. Donc on n'est pas là dans un désastre, si vous voulez, inimaginable. On verra bien les données chiffrées qu'on aura à la fin de l'INSEE sur cette année, mais vous allez voir, on a eu 2 bouffées l'année dernière avec ce Covid, et puis depuis, quand même, c'est pas des désastres, tout ça. Hein. C'est clair, on voit bien par avec les chiffres. Et je voudrais finir, professeur Raoult, j'ai bien regardé votre dernière vidéo à l'IHU. Vous parlez beaucoup de cela et c'est vrai que c'est un problème, même si là, c'est cette opposition entre la science qui est discussion. Vous avez même dit avec l'un de vos collègues, eh bien, vous vous contredisez. Au contraire, ils cherchent à vous démentir et vous de même. Et avec ce côté vaccination, ou pas seulement vaccination, religion, cette espèce allez, on peut le dire, des espèces d'hystérie qui se passent un peu partout, d'ailleurs pas seulement en France, là-dessus, où on va jusqu'à dire, effectivement, les désinformateurs en prison, j'emmerde les non-vaccinés, qui ne sont pas d'ailleurs des citoyens qui sont responsables, etc., etc. Mais au-delà des mots, on a l'impression véritablement qu'on n'est plus justement dans une discussion scientifique ou même sanitaire, on est dans une discussion politique et carrément religieuse. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Et d'ailleurs, vous voyez bien, si vous voulez, je suis d'accord, vous le traduisez bien. Moi, je le traduis autrement. Vous savez, quand on finit par avoir des discours haineux, parce que moi, j'ai vu se développer une haine qui paraît invraisemblable, hein, c'est qu'on est sorti de la connaissance. Parce que quand on a la connaissance, on n'a pas besoin d'insulter les gens, ni de les menacer, ni quoi, il suffit de les informer. Donc moi, je n'ai vu ça que dans les querelles de religion. Moi, j'avais un des grands-pères qui était un hussard noir de la République, où je vous suggère, vous l'avez sûrement lu, les débats dans la gloire de mon père, entre le père de Pagnol et son beau-frère sur la religion, pour voir que c'est le vaccin dont il parle, transformer cette discussion sur la religion, je vois que vous l'avez lu, en mettant le vaccin à la place de la religion, et vous verrez, c'était les débats du début du XXe siècle, la calotte, pour insulter les types qui étaient croyants en disant, regardez, lui il est pour la calotte, lui il est contre la calotte. Donc si vous voulez, ça n'a plus. Moi, il y a des gens pour qui j'ai le plus grand respect. Je suis terrifié à l'idée qu'ils se mettent à avoir des anathèmes sur un sujet qu'ils ne connaissent pas, parce que simplement, ils croient ce qu'on leur raconte. Et donc, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Et puis, globalement, alors vous me permettrez de faire une insulte à ma modestie, qui en a vu d'autres. Hein. Vous savez, les sachants, si vous voulez savoir, là aussi, il suffit de regarder les données des gens qui sont très hautement cités en maladies infectieuses. En tout et pour tout, il n'y en a qu'à Marseille. D'accord ? Donc les sachants sont ici. Donc on devrait se poser au nom de quoi ? Mais qu'est-ce que vous savez, vous, des maladies infectieuses ? Non, mais et ça, c'est pas moi non plus. Hein. C'est le Web of Science, ou c'est Clarivate, tu n'as qu'à regarder. C'est online, c'est vite vu. Hein. Comme disait, vous savez, c'est très bien d'être ignare et crassement ignare, mais il ne faut point en abuser, et malheureusement, beaucoup en abusent. Merci Didier Raoult. Merci beaucoup, professeur Raoult. Et on va poursuivre cette émission et on va parler dans un instant des soins palliatifs, mais avant les coups de gueule traditionnels d'André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses